Donald Trump lui-même a déclaré que la paix était à l'horizon. Elle est très proche. Mais Vladimir Poutine s'est récemment adressé au Conseil de défense en Russie. Et je voulais faire écouter ce qu'il a dit. Quels peuvent être nos objectifs en matière de construction militaire, compte tenu de la situation le long de la ligne de contact? Tout d'abord, nous atteindrons sans aucun doute les objectifs de l'opération militaire spéciale. Nous préférerions traiter les causes profondes de ce conflit par des moyens diplomatiques. Mais si l'autre partie et ses parrains étrangers refusent d'aller dans cette direction, la Russie libérera ses terres historiques par des moyens militaires en créant une zone tampon de sécurité. C'est un autre objectif majeur. Quelle est votre évaluation de la réaction de la Russie face à ce qui se passe entre Trump, l'Europe et l'Ukraine concernant cet accord de paix? Et vos commentaires sur ce qu'a dit Vladimir Poutine? En un mot, non. Non, tu sais, ce genre de discussion stérile se reproduit à chaque fois que les États-Unis, les Européens et Zelensky se réunissent. Qu'ils se parlent entre eux ou qu'ils essaient d'avoir une forme d'échange constructif. Toute possibilité de solution diplomatique doit inclure la Russie. Et ce n'est pas le cas. La Russie est consultée. Et Poutine passe 5 heures à essayer d'expliquer les choses à Whitcomb et Kushner. Mais la position russe n'a pas changé depuis le 14 juin 2024. Avant cela, la Russie était disposée à laisser Donetsk et Luhansk rester une partie de l'Ukraine. Tout ce qu'ils demandaient, c'était des garanties pour protéger les droits des russophones et ceux de l'Église orthodoxe. Mais sous la pression de l'Occident, les Ukrainiens ont fait exploser cet accord et s'en sont retirés. Puis, le 14 juin 2024, Vladimir Poutine, s'adressant au haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères, l'a exposé très clairement. Les territoires qui ont voté pour devenir partie intégrante de la Russie, la Crimée, Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhia, font désormais définitivement partie de la Fédération de Russie. Et l'Occident doit les reconnaître comme les républiques légales de la Russie. Pas seulement une reconnaissance de facto, mais une véritable reconnaissance juridique. Faire sortir toute l'OTAN d'Ukraine. Retirer toutes les troupes ukrainiennes du territoire russe, c'est-à-dire de ces 5 anciens oblasts ukrainiens, et organiser des élections. Voilà les questions essentielles. Et la Russie n'a pas dévié de cette position. Le seul changement, c'est que Poutine et d'autres ont essentiellement déclaré que l'accord actuellement sur la table, s'il n'est pas accepté, signifie qu'à mesure que la Russie continue de gagner du territoire à Dnipropetrovsk, Kharkiv, Soumy et Poltava, elle conservera ces zones, ou du moins donnera aux habitants la possibilité de voter pour rejoindre la Fédération de Russie. Il est donc clair que la Russie n'a pas changé de position. Et cette idée selon laquelle, si l'Ukraine acceptait simplement de laisser la Russie prendre le Donbass, Donetsk et Luhansk, tout serait réglé. Non, non, non. Kherson et Zaporizhia aussi. Ils ne les rendront pas. Et l'Occident refuse de le comprendre. Je veux simplement ajouter un peu à ce que Larry disait là. Je pense que Larry a très bien exposé l'aspect stratégique. Ce qui me frappe, c'est que les gens, surtout en Occident, doivent écouter la plainte centrale des Russes. Poutine parle de terres russes historiques à libérer. Il faut aborder cette question. Il faut reconnaître ce qui est dit là. Pourquoi? Comment en est-on arrivé à ce point? Comment la Russie en est-elle venue à croire que des terres russes historiques doivent être libérées et rapatriées vers la mère patrie? Et la réponse à cette question constitue l'un des points essentiels de tout cela. Comment la guerre civile, je répète, la guerre civile, a commencé après le Maïdan, le coup d'État soutenu par les États-Unis à Kiev
en février 2014. Une guerre civile s'est ensuivie, et le gouvernement de Kiev, soutenu par les États-Unis et l'Europe, a mis en place une politique de lustration contre les personnes principalement russophones de Donetsk et de Luhansk, ainsi qu'en Crimée et dans le reste de l'Ukraine, des russophones présents dans tout le pays. Il y a donc eu une discrimination ethnique fondée sur l'héritage russe, l'identité russe et la langue russe. Une discrimination ethnique suivie de violences ethniques, de violences d'État organisées selon des critères ethniques, en utilisant des groupes comme les bataillons nazis et Azov, ainsi que des militants radicaux, des nationalistes ukrainiens radicaux, lâchant ces chiens sur des bases raciales et ethniques. Les États-Unis sont déjà intervenus par le passé pour apaiser de telles violences ou lancer des interventions humanitaires sur cette base. Donc, la Russie a fait cela en février 2022. Et l'Église orthodoxe d'Ukraine est allée encore plus loin. La criminalisation de la plus grande église chrétienne du pays, fondée sur une discrimination ethnique ou anti-russe de la part du gouvernement ukrainien, pleinement approuvée et soutenue par les États-Unis et les pays européens. Cela ne peut donc se terminer que d'une seule manière. De toute évidence, nous avons dépassé le stade de la guerre civile. Les gens en Occident doivent comprendre qu'à travers l'histoire, lorsqu'il y a une guerre civile violente, quel que soit le pays concerné, elle se termine généralement, ou il y a un fort risque qu'elle se termine, par la désintégration du pays. Ce n'est pas une équation complexe de physique théorique, c'est simplement un précédent historique de base et du bon sens. This is just basic historical precedent common sense. This is what happens after a violent civil war. C'est ce qui se produit après une guerre civile violente. Et lorsque l'on ajoute la quantité d'armes, d'argent et de capital politique qui ont été injectés de force en Ukraine pour que cela se produise, les résultats seront catastrophiques. La Russie réagit à cela, non seulement à la situation elle-même, mais aussi pour assurer sa propre sécurité nationale face à cette nouvelle menace hyperinflée. L'armée ukrainienne sous stéroïdes, dopée par l'argent, les armes et le soutien politique de l'OTAN et de l'Occident, représente une menace majeure pour la sécurité de la Russie. Elle doit faire ce qu'il faut pour garantir que ses objectifs de sécurité nationale soient atteints et que toute menace existentielle à sa frontière ou à sa porte ne le soit plus. Tout simplement, n'importe quelle autre grande puissance réagirait de la même manière. C'est la conversation que la Russie essaye d'avoir avec l'Occident, mais qu'elle ne peut pas avoir. Car avec les États-Unis, la Russie a affaire à des amateurs de bas étage, un assemblage hétéroclite, une bande disparate. L'équipe de politique étrangère de Trump, dont les principaux acteurs n'ont aucun portefeuille, Steve Witkoff et son gendre, Jared Kushner, c'est une politique étrangère improvisée. Ce n'est pas un gouvernement sérieux à Washington. L'administration Trump n'est pas une organisation sérieuse. Vous savez, si Trump menait ses affaires immobilières comme il gère les relations internationales, il ne pourrait rien construire dans le New Jersey, car il écarte complètement le droit et les précédents. Les bureaucraties du monde des affaires, elles, sont claires. Vous ne pouvez pas construire un casino à Dubaï sans suivre certaines procédures. Mais lui ne veut rien suivre en matière de diplomatie internationale et considère le droit international comme insignifiant. Regardez ce qu'ils font au Venezuela, ou regardez Gaza, ou l'Iran. Cela montre clairement où se situe l'administration Trump par rapport aux normes et aux lois internationales. Ce n'est pas un gouvernement sérieux, l'administration Trump sur le plan international. Et c'est pour cela qu'ils vont échouer encore et encore. J'ai dit cela il y a quelques semaines dans un grand podcast lorsque le plan en 28 points est sorti. J'ai dit que je ne pensais pas que cela irait quelque part, parce qu'ils n'ont tout simplement pas démontré qu'ils étaient capables d'exécuter quoi que ce soit au-delà des tweets, au-delà des appels téléphoniques parfaits, au-delà des faux accords qui n'en sont pas. Vous savez, c'est comme des séances photos.
C'est ce en quoi ce président est doué. Mais il n'est pas doué pour mener à bien une négociation ou un accord majeur. Donc tout est repoussé à 2026. Nous aurons à nouveau cette conversation en février. We'll have this conversation again in February. Here's The Independent. Moscow refuses to give up land after Trump. Voici le titre. Moscou refuse de céder des terres après que Trump a affirmé que l'accord de paix est plus proche que jamais. Et ensuite, NBC News, donc c'était le Royaume-Uni. NBC News aux États-Unis a déclaré que l'Ukraine et les États-Unis saluent des progrès majeurs dans les pourparlers de paix, mais que d'énormes obstacles subsistent, notamment la question de savoir si Moscou refusera une fois de plus de faire des concessions. Que pensez-vous de ce récit? Il semble désormais bien ancré que c'est la Russie qui refuse de faire des concessions à l'Ukraine, à Washington. Eh bien, la Russie ne fera pas de concessions. Russia's not going to make concessions, and Russia doesn't need to make concessions. Et la Russie n'a pas besoin de faire de concessions. La Russie n'est pas dans une situation difficile, ni économiquement, ni militairement, où elle serait sous pression, du genre « Oh mon Dieu, il faut qu'on se retire de cette affaire ». Bien au contraire, sur le plan politique intérieur, Poutine subit de plus en plus de pression pour se montrer plus décisif. J'ai entendu certains soldats russes assez en vue dire qu'ils avaient l'impression de se battre les mains liées dans le dos. Ils veulent être libres de mener cette opération comme ils l'entendent. Donc, encore une fois, c'est l'Occident qui parle tout seul, en se persuadant que le simple fait de s'asseoir et de discuter constitue une forme de progrès ou de négociation. J'avais un ami qui était le chef de cabinet du colistier de Barry Goldwater à l'élection de 1964, Bill Miller. Bill Miller. And my friend told me this time he went to this Et mon ami m'a raconté que, une fois, il était allé dans un country club en Arizona, tu sais, un pur country club républicain, et il parlait avec une femme qui lui a dit « Mon Dieu, nous allons avoir une victoire écrasante sur Lyndon Baines Johnson en novembre, parce que tout le monde ici soutient Goldwater. » Eh bien oui, si tu ne parles qu'à tes amis du country club, c'est l'impression que tu vas avoir. Mais ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle la réalité, que Patrick décrivait très bien. La Russie a exposé ses conditions et a dit « Écoutez, à l'Ouest, si vous voulez négocier, voici nos conditions de départ maintenant. C'est à partir de là que nous devons commencer. Et ensuite, nous pourrons passer à d'autres questions. » L'objectif ultime de la Russie est d'obtenir de solides garanties de sécurité de la part de l'Occident, assurant que l'OTAN ne cherchera plus à s'étendre vers l'Est. Et en fin de compte, pour parvenir à un accord crédible et authentique sur lequel la Russie puisse compter, il faudra un traité entre les États-Unis et la Russie, ratifié par le Sénat américain. Faute de cela, il n'existe aucun accord que la Russie puisse signer avec l'Occident qui garantirait sa sécurité. Aucun. Parce que Trump, quoi qu'il en pense, sera sapé par des personnalités comme Lindsey Graham, Chuck Schumer et d'autres membres du Congrès, y compris à la Chambre, qui, franchement, ont reçu de l'argent de l'Ukraine. Ils ont reçu des millions de dollars pour soutenir l'Ukraine. Donc cette animosité, cette haine envers la Russie ne va pas simplement disparaître du jour au lendemain parce que Trump signe une sorte d'accord. La seule façon d'obtenir concrètement un engagement ferme des États-Unis dans un arrangement de sécurité avec la Russie, c'est par un traité. Et cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Donc tu vois, tout cela n'est que l'équivalent verbal de la masturbation. C'est tout. C'est pour ça que j'appelle ça de la bavardurbation. C'est tellement complexe. Et plus cela dure, plus le processus s'éternise, plus cela devient complexe. C'est bien là le problème. Ce qu'il faut ici, si l'on veut parvenir à un accord négocié, d'accord, ce n'est pas mon affaire. C'est celle de Trump. Il est omnipotent, il sait tout. C'est amusant, j'ai remarqué cela au sommet de Doha. Donald Trump Jr. participait à un panel là-bas, parlant sans cesse de mon père,
Il dit « mon père » plus souvent que Cindy McCain. Il ne cesse de répéter « mon père ». C'est génial. Il dit « ce qu'il y a de formidable avec mon père, c'est qu'il est tellement imprévisible. Personne ne sait ce qu'il va faire ensuite. Il n'est pas comme ces autres bureaucrates, ces autres politiciens ou anciens présidents américains. Il est très imprévisible. » Comme si c'était un atout, n'est-ce pas? C'est en réalité le baiser de la mort en relations internationales, Wang. Car on ne peut pas interagir avec d'autres pays et puissances mondiales en étant totalement imprévisible. Et le comble, c'est que Trump lui-même ne sait pas ce qu'il va faire ensuite. C'est lui qui est perdu parce qu'il ne sait pas où il va. Il n'a absolument aucune direction et son équipe non plus. D'accord? Ce sont des incompétents notoires. Ce sont des charlatans. Ce sont des gens qui, franchement, ne s'intéressent qu'à la richesse qu'ils peuvent accumuler tant qu'ils sont encore au pouvoir, afin d'assurer leurs arrières une fois que la fête sera finie. D'accord? Désolé de le dire, mais il n'y a aucune chance que ce président, vu la complexité de la situation, puisse conclure un accord multilatéral, et cela pour les raisons que Larry a évoquées sur le plan intérieur. Donc, si c'était moi, je choisirais personnellement une équipe de personnes si je voulais vraiment que ça fonctionne, que cela se réalise, que ça fasse date et que je remporte le prix Nobel de la paix. D'accord? Pour ma part, j'irais simplement recruter les meilleurs diplomates, les grands hommes d'État, vous savez, des personnes du calibre de Larry, Ray McGovern, Douglas McGregor, John Mearsheimer et ainsi de suite. Des gens respectables qui comprennent la diplomatie et les relations internationales. Je les enverrai ensuite en Allemagne, en France. Je veux dire, j'utiliserai même Richard Grenell pour ce travail parmi d'autres. Et en Finlande, au Danemark, au Royaume-Uni. Puis, j'enverrai une autre équipe auprès des démocrates, une autre auprès des rhino-bellicistes. Il faut vraiment travailler chaque recoin de cette salle mondiale. Et le dernier endroit où j'enverrai quelqu'un, ce serait à Kiev. Car lorsque vous arrivez à Kiev, après avoir fait votre travail et préparé le terrain, vous dites alors aux Ukrainiens, « Signez ici ». C'est fini, c'est un fait accompli. Et c'est ce qu'il faudrait, une diplomatie très décisive et intelligente, dont Donald Trump est incapable, tout comme ceux qui s'accrochent à lui dans cette orbite d'opportunistes et d'arnaqueurs politiques. Voilà le problème. Et regardez comment il gère la situation au Venezuela. Regardez bien cela. Voilà le niveau auquel on a affaire. Des gens qui pensent qu'il s'agit de forces militaires, qui inventent des histoires sur ce que le pays fait ou ne fait pas, et qui utilisent cela pour tenter de justifier quelque chose qui finira probablement par être pire que l'Irak, quand on y repensera plus tard. Donc, sur cette base, je ne vois pas, dans les 3 prochaines années, qu'il y aura un quelconque règlement négocié mené par les États-Unis, à moins qu'il n'y ait un changement radical dans le cabinet de Trump, ou que Trump soit écarté et remplacé par quelqu'un d'autre capable de le faire. Sinon, le risque de guerre est très élevé, car c'est là tout le paradoxe de la présence américaine en Europe. Les États-Unis ne peuvent pas rester en Europe, mais ils ne peuvent pas non plus partir. Laisser les Européens se débrouiller seuls, c'est vraiment chercher les ennuis. Et au final, les États-Unis seraient de nouveau entraînés à intervenir pour éteindre un incendie déclenché par la Grande-Bretagne ou l'un des partenaires européens. Et ce serait voulu. Ainsi, l'Europe et l'OTAN, et la présence américaine dans l'OTAN et en Europe, ne fonctionne que sous une direction compétente et raisonnable. Et les 2 dernières administrations américaines, je suis désolé, ne correspondent pas à ce modèle. Bien que d'une manière étrange,
et Larry sera peut-être d'accord ou non avec moi là-dessus, avec Biden, il y avait une solidarité entre les Européens et les Américains. Maintenant, nous n'aimons pas le résultat de cette solidarité, mais elle existait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et le facteur de chaos augmente en conséquence. Voilà la différence. Parce que Trump, dans un style fasciste classique, et je ne plaisante pas, dans la politique fasciste classique, consiste à aliéner ses alliés et à ne pas parler à son opposition, parce qu'on estime ne pas en avoir besoin. Et c'est un peu ainsi que cette administration américaine se comporte. Et il y a beaucoup de problèmes qui vont découler de cela, et nous commençons à le voir maintenant avec des échecs répétés. And we're starting to see that now with repeated failures. Yeah, what did Vladimir Putin say before the 2024 Oui. election? Qu'a dit Vladimir Poutine avant que les élections de 2024 ne soient décidées? Lorsqu'on lui a demandé qui il choisirait, Harris ou Trump, il a répondu « Eh bien, je choisirais le camp Harris, parce que c'est prévisible. » C'est prévisible, non? Alors, une réaction à cela? Je voulais d'abord, vous savez, donner un peu de contexte ici. J'ai dit dans une autre émission que Trump pourrait vraiment avoir l'air d'un acteur puissant s'il acceptait la réalité et jouait le rôle de « c'est moi qui vais régler ça ». La Russie pourrait même le permettre, si c'était à ces conditions. Mais Vladimir Poutine a dit au Conseil de défense exactement ce que nous disons à propos de la situation réelle. Donc, je vais simplement passer cela et recueillir votre réaction à ce que Patrick a dit et à ce qu'il a dit. Ce fut une année majeure en termes de réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale. L'armée russe a conservé l'initiative stratégique sur l'ensemble de la ligne de front. Nos troupes ont progressé avec assurance et constance. Cela inclut les unités d'élite formées en Occident, qui sont vaincues par les troupes russes. Elles sont équipées d'armes et de matériel étranger. Cette année, plus de 300 localités ont déjà été libérées, y compris de grandes villes que l'ennemi avait transformées en bastions dotés de fortifications durables et permanentes. Mais elles n'ont pas pu résister au courage, à la vaillance et à la maîtrise au combat de nos soldats. On ne dirait pas que la capitulation soit envisagée ici, ce qui soulève la question « Quelle est votre réaction à cela ?» ainsi qu'à tout ce qu'a dit Patrick Henningsen. No disagreement at all with Patrick's assessment. Aucun désaccord avec l'évaluation de Patrick. Je le formulerai ainsi. Ce n'est pas parce qu'on met des ailes à un cochon que le cochon devient un aigle. D'accord? La seule chose que l'Occident a réellement bien faite tout au long de cette guerre ou de cette opération militaire spéciale en Ukraine, c'est sur le front de la propagande. Ils ont maîtrisé l'art de mentir et de faire semblant de gagner. Et ce faisant, ils ont réussi à convaincre un grand nombre de dirigeants européens et de citoyens ordinaires, ainsi que des Américains, que, par Dieu, l'Ukraine est sur le point de remporter la victoire. Encore un petit effort, et la Russie va s'effondrer en une flaque. Ils ne peuvent tout simplement pas continuer ainsi. Ils perdent trop d'hommes, ils manquent de carburant, leur économie est au bord de l'effondrement. Their economy's on the verge of collapse. I mean, good Lord. The lies go on and on. Je veux dire, bon sang, les mensonges continuent encore et encore, sans aucune logique. Alors, je recommande une sorte de stratégie à la Muhammad Ali, le rope-a-dope. Vous savez, il restait en retrait et laissait l'adversaire s'épuiser à force de frapper, jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué pour continuer à se battre. Si la situation était vraiment telle que les Ukrainiens le prétendent, et comme beaucoup en Occident le prétendent aussi, pourquoi l'Ukraine aurait-elle encore besoin de soutien? Ils gagnent, non? Pourquoi ont-ils besoin d'argent? Ils ont les Russes au bord du gouffre. Ils ne devraient avoir aucun mal à les achever. Mais à ce moment-là, oh non, 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 il faut plus d'argent. Oui, ils ont besoin de plus d'argent parce qu'ils sont payés. Je vous le garantis, cette Ursula, friande de mensonges, ou plutôt von der Leyen, mais j'aime bien friande de mensonges. Von der Leyen, but I like fond of lying. I think it's much more poetic. Je pense que c'est une image bien plus poétique.
et Kaja Kallas, probablement l'une des personnes les plus stupides à avoir jamais occupé une fonction politique. En fait, ne mettons pas cela sur le compte des femmes, simplement l'une des personnes les plus stupides, tout court. Je vous garantis qu'ils ont touché de l'argent. Ils se sont enrichis grâce à cette guerre. Alors, quel est l'intérêt d'y mettre fin, de stopper l'afflux d'argent? Ce que nous voyons en ce moment, c'est l'aboutissement du recrutement et du renforcement des forces terrestres russes au cours des 3 à 3 ans et demi passés. La Russie compte désormais environ 1,5 million de soldats, dont environ 700 000 à 800 000 engagés sur le terrain en Ukraine. Et l'Ukraine ne peut pas rivaliser avec cela. Les meilleures estimations pour les forces ukrainiennes tournent autour de 300 000 hommes. Cela signifie que la situation pourrait se conclure très rapidement désormais, malgré ceux qui parlent d'une impasse et affirment que le conflit se poursuivra jusqu'en 2027 ou 2028. Honnêtement, je ne vois pas comment cela pourrait aller au-delà de juin prochain, si cela dure même jusque-là, car les pertes au combat sont constantes et importantes du côté ukrainien. Les pertes russes, elles, ont chuté de manière spectaculaire. La période la plus meurtrière s'est étendue de l'été 2022 à l'été 2023. Mais depuis, le nombre de victimes n'a cessé de diminuer. Pendant ce temps, les pertes ukrainiennes sont probablement 8 à 9 fois supérieures à celles des Russes. Et il existe une grande différence de population. L'Ukraine compte actuellement environ 19 millions d'habitants, tandis que la Russie en compte environ 140 millions. À partir de là, c'est un simple problème de mathématiques.